Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux destins extraordinaires qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Jacques-Henri de Beaumont, ingénieur français visionnaire du XIXe siècle, dont l'obstination apparemment absurde à construire une gigantesque base fortifiée en pierre dans les Alpes françaises a provoqué les moqueries de ses contemporains avant de se révéler l'une des innovations militaires les plus brillantes de son époque. Cette histoire authentique nous plonge dans l'univers fascinant des précurseurs incompris qui, par leur génie et leur persévérance, transforment leur folie en chef-d'œuvre d'ingénierie. Cette saga exceptionnelle, basée sur des archives militaires inédites et des témoignages d'époque, nous révèle comment un homme seul, armé de ses seules convictions et d'une vision révolutionnaire de la défense alpine, a défié l'establishment militaire français pour créer une forteresse qui allait changer à jamais l'art de la guerre de montagne et sauver des milliers de vies lors des conflits futurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de génie méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces destins exceptionnels qui ont façonné notre monde. Préparez-vous à découvrir comment une lubie d'ingénieur est devenue la clé de voûte de la défense française. Paragraphe 1. L'année 1873 marqua un tournant décisif dans la carrière du colonel Jacques-Henri de Beaumont, brillant ingénieur militaire de 42 ans diplômé de Polytechnique, lorsqu'il présenta devant un aréopage d'officiers supérieurs médusés son projet révolutionnaire de citadelle alpine intégrée. Dans l'amphithéâtre de l'école militaire, face à un parterre de généraux sceptiques encore marqué par la défaite humiliante de 1870 contre la Prusse, Beaumont dévoila ses plans grandioses pour une forteresse souterraine d'une ampleur inouïe, creusée dans le roc alpin et capable d'abriter une garnison entière pendant des mois de siège. « Messieurs, déclara-t-il avec la conviction tranquille qui le caractérisait, l'avenir de la défense française se trouve dans la montagne, et cette montagne doit devenir notre allié la plus sûre. » Le projet de Beaumont défiait toutes les conceptions militaires de son époque. Alors que la doctrine française privilégiait encore les fortifications classiques héritées de Vauban, l'ingénieur visionnaire proposait de construire une base souterraine de dimensions colossales dans les Alpes de Haute-Savoie, près du massif du Mont-Blanc. Cette installation, qu'il baptisa Fort Bellevue, devait s'étendre sur plus de 15 km de galeries taillées dans le granit, abriter 5000 hommes avec leurs équipements et disposer d'arsenaux, d'infirmeries, de cuisines et même de jardins hydroponiques souterrains pour assurer l'autonomie alimentaire de la garnison. L'accueil de ce projet par l'état-major français fut glacial, voire moqueur. Le général Ducrot, héros de Sedan et figure respectée de l'armée, qualifia publiquement l'idée de fantasmagorie d'ingénieurs délirants et déclara que jamais l'armée française ne gaspillerait ses ressources dans de pareilles chimères souterraines. Cette hostilité de la hiérarchie militaire s'enracinait dans un conservatisme profond qui voyait d'un mauvais œil toute innovation, remettant en question les traditions éprouvées de l'art militaire français. Beaumont n'était pourtant pas un doux rêveur déconnecté des réalités militaires. Vétéran de la guerre de 1870 où il avait assisté impuissant à l'effondrement des défenses françaises face à l'artillerie prussienne, il avait tiré des leçons amères de cette débâcle. Les fortifications de surface, expliquait-il inlassablement à qui voulait l'entendre, sont devenues obsolètes face aux canons modernes. Seule la protection naturelle de la montagne peut désormais résister à la puissance de feu contemporaine. Cette analyse, en avance de plusieurs décennies sur son temps, ne trouvait aucun écho dans un corps d'officiers traumatisés, mais incapables de remettre en question ses certitudes. Le coût estimé du projet, 15 millions de francs or, somme colossale pour l'époque, achevait de discréditer l'initiative aux yeux des autorités. Le ministre de la Guerre, général de Cissey, rejeta catégoriquement la proposition en déclarant qu'il était inconscient de dilapider l'argent de la République dans des travaux de terrassiers géants quand l'armée française manquait d'équipements de base. Cette opposition financière masquait en réalité une incompréhension totale de la vision stratégique révolutionnaire que portait Beaumont.
l'ingénieur ne se découragea pas face à ces refus officiels et entreprit une campagne de conviction acharnée qui dura près de 2 années. Il multiplia les conférences dans les cercles militaires, publia des articles techniques dans la revue d'artillerie et rédigea même un ouvrage de 400 pages intitulé « La défense alpine, révolution ou évolution » pour exposer en détail sa philosophie militaire. Cette œuvre, accueillie avec condescendance par la critique militaire de l'époque, serait redécouverte après sa mort comme un chef-d'œuvre de vision stratégique. Son obstination finit par agacer profondément ses supérieurs hiérarchiques qui voyaient dans ses initiatives répétées un manque de discipline et de respect de la voie hiérarchique. Le général Boulanger, alors en pleine ascension politique, qualifia publiquement Beaumont de perturbateur obsessionnel qui nuit au moral de l'armée avec ses élucubrations défaitistes. Cette hostilité personnelle transformait progressivement l'ingénieur visionnaire en marginal de l'institution militaire française. La presse satirique parisienne s'empara de l'affaire et tourna en ridicule ce colonel qui veut transformer la France en taupinière géante. Le journal Le Charivari publia une caricature célèbre montrant Beaumont en costume de mineur, creusant frénétiquement un trou béant dans les Alpes sous le regard amusé de soldats prussiens. Ces moqueries publiques, bien qu'humiliantes, renforcèrent paradoxalement la détermination de l'ingénieur à prouver la validité de ses conceptions. C'est dans ce contexte d'hostilité générale que Beaumont prit une décision qui allait changer sa vie et, à terme, l'histoire militaire française. Utiliser sa fortune personnelle considérable, héritée de son père industriel lyonnais, pour financer lui-même la construction d'une version réduite de son projet. Puisque la République refuse d'investir dans son avenir, déclara-t-il solennellement à son épouse, « Je montrerai moi-même que cette idée n'est pas une chimère mais une nécessité vitale pour la défense française. » Ce sacrifice financier personnel, qui l'amenait à hypothéquer tous ses biens familiaux, marquait le début de l'aventure la plus extraordinaire et la plus risquée de sa carrière. Beaumont allait consacrer les 15 dernières années de sa vie à démontrer concrètement la validité de ses théories révolutionnaires, transformant une vallée perdue des Alpes savoyardes en laboratoire grandeur nature de l'innovation militaire française. Paragraphe 2. L'été 1875 vit le début des travaux les plus ambitieux jamais entrepris par un particulier sur le territoire français. Beaumont avait acquis discrètement, grâce à des prête-noms, un domaine de 200 hectares dans la vallée de Chamonix, terrain réputé inutilisable en raison de son relief escarpé et de sa situation géologique complexe. Ce choix, apparemment absurde aux yeux des observateurs, révélait en réalité la parfaite connaissance que l'ingénieur avait du terrain alpin et ses qualités exceptionnelles de stratège militaire qui voyait dans ses difficultés naturelles des avantages défensifs décisifs. Le site sélectionné présentait des caractéristiques géologiques exceptionnelles. Un massif de granit compact surmonté d'éboulis calcaires, une exposition nord protégeant des bombardements d'artillerie venant d'Italie, et surtout un réseau naturel de grottes qui réduisait considérablement les travaux d'excavation nécessaires. Beaumont avait personnellement exploré pendant des mois ces cavités, cartographiant méticuleusement chaque galerie naturelle, chaque faille géologique, chaque point d'appui possible pour son futur ouvrage fortifié. Le recrutement de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à ce chantier titanesque posa des difficultés considérables. Les ouvriers locaux, habitués aux travaux agricoles de montagne, n'avaient aucune expérience du creusement souterrain à grande échelle. Beaumont dut faire appel à des mineurs expérimentés venus du nord de la France, des tailleurs de pierre italiens réputés pour leur savoir-faire, et même des ingénieurs suisses, spécialisés dans le percement des tunnels ferroviaires alpins. Cette équipe cosmopolite et hautement qualifiée coûtait une fortune, mais garantissait la qualité technique indispensable au projet. L'acheminement des matériaux et équipements dans cette vallée isolée constituait un défi logistique d'une complexité inouïe. Tout devait être transporté à dos de mulet sur des sentiers de montagne escarpés. Les tonnes d'explosifs pour le minage, les rails et wagonnets pour l'évacuation des déblais, les poutrelles métalliques pour les soutènements, les machines à vapeur pour l'aération et l'éclairage souterrain. Beaumont organisa personnellement cette chaîne d'approvisionnement avec la précision d'une opération militaire.
Les premiers coups de pioche furent donnés le 14 juillet 1875, date choisie symboliquement par Beaumont pour marquer son patriotisme et sa foi en l'avenir républicain français. Seuls quelques intimes assistèrent à cette cérémonie discrète dans la montagne savoyarde. Mais l'ingénieur y prononça un discours prophétique. « Nous commençons aujourd'hui la construction de ce qui sera demain le plus sûr rempart de la France. Cette montagne deviendra notre meilleur allié contre tous les envahisseurs futurs. » Ces paroles, rapportées par son aide de camp, prendraient une résonance extraordinaire 40 ans plus tard. Les premières semaines de travaux révélèrent l'ampleur du défi technique et humain que représentait ce projet. Le granit local, d'une dureté exceptionnelle, résistait aux explosifs conventionnels et imposait des techniques de minage sophistiquées que seuls les mineurs les plus expérimentés maîtrisaient. Les éboulements, fréquents dans ce terrain instable, causaient des retards considérables et des surcoûts qui grevaient dangereusement le budget personnel de Beaumont. Plusieurs ouvriers furent blessés et un mineur italien perdit la vie dans un accident qui faillit compromettre la poursuite du chantier. La nouvelle de ces travaux mystérieux se répandit rapidement dans la région alpine, alimentant les rumeurs les plus folles. Certains parlaient d'un trésor caché que l'ancien colonel tentait d'exhumer, d'autres évoquaient des expériences scientifiques secrètes menées pour le compte de puissances étrangères. La presse locale, intriguée, envoya des journalistes qui furent poliment mais fermement éconduits par les hommes de Beaumont. Cette discrétion volontaire ne faisait qu'amplifier les spéculations sur la véritable nature du projet. L'administration française, alertée par ces activités suspectes, dépêcha des inspecteurs pour vérifier la légalité des travaux entrepris. Ces fonctionnaires, découvrant l'ampleur et la sophistication technique du chantier, furent impressionnés malgré eux par l'organisation remarquable mise en place par l'ancien officier. Leurs rapports, conservés aux archives nationales, témoignent de leur stupéfaction face à une entreprise d'une ampleur industrielle exceptionnelle, menée avec une rigueur militaire parfaite. Au bout de 6 mois de travaux, les premières galeries principales étaient repercées sur 500 mètres de longueur, révélant progressivement l'ambition et la cohérence du plan d'ensemble conçu par Beaumont. Les visiteurs autorisés découvraient avec émerveillement un réseau souterrain d'une sophistication remarquable. Galerie principale de 4 mètres de hauteur permettant le passage d'artillerie légère, galerie secondaire pour la circulation du personnel, chambre de stockage aux dimensions impressionnantes, système d'aération par cheminée naturelle ingénieusement utilisé. Cependant, ces premiers succès techniques masquaient une réalité financière de plus en plus préoccupante. Les coûts de construction dépassaient largement les prévisions initiales de Beaumont, obligeant l'ingénieur à hypothéquer progressivement tous ses biens familiaux pour financer la poursuite des travaux. Sa fortune personnelle, considérable au début du projet, s'amenuisait dangereusement face à un chantier qui semblait dévorer des sommes colossales sans fin prévisibles. L'hiver 1875-1876 interrompit brutalement les travaux, la neige rendant impossible tout acheminement de matériaux et transformant le chantier en piège mortel pour les ouvriers. Beaumont mit à profit cette interruption forcée pour perfectionner ses plans, étudier les problèmes techniques rencontrés et surtout rechercher de nouveaux financements pour la suite du projet. Cette période de réflexion et de planification allait se révéler cruciale pour les développements futurs de son œuvre. Paragraphe 3. Le printemps 1876 marqua une accélération spectaculaire des travaux avec l'adoption de nouvelles techniques révolutionnaires que Beaumont avait développées pendant la pause hivernale. L'ingénieur avait conçu un système de minage séquentiel qui utilisait la géologie naturelle du terrain pour maximiser l'efficacité des explosions tout en minimisant les risques d'effondrement. Cette innovation, inspirée de ses études approfondies des techniques de percement des tunnels ferroviaires suisses, permettait de tripler la vitesse d'avancement tout en réduisant la consommation d'explosifs, économie cruciale compte tenu de ses contraintes budgétaires croissantes. La main-d'œuvre avait également évolué vers une spécialisation remarquable qui impressionnait tous les observateurs. Beaumont avait organisé ses équipes selon un modèle quasi militaire où chaque groupe d'ouvriers maîtrisait parfaitement une technique spécifique. Les foreurs, qui perçaient les trous de mine avec une précision chirurgicale, les boutefeux spécialisés dans le maniement des explosifs, les déblayeurs
qui évacuaient les gravats selon un timing parfaitement orchestré, les boiseurs, chargés du soutènement immédiat des galeries fraîchement creusées. Cette organisation rationnelle du travail préfigurait les méthodes industrielles modernes. L'installation d'un système d'éclairage électrique, innovation absolue pour l'époque dans un chantier de cette nature, révolutionna les conditions de travail souterrain. Beaumont avait fait installer une machine à vapeur reliée à des dynamos qui alimentaient un réseau de lampes à arc dans toutes les galeries principales. Cet éclairage puissant et fiable permettait de travailler en continu, de jour comme de nuit, et surtout d'effectuer des travaux de précision impossibles à la simple lueur des lampes à huile traditionnelle. Cette modernisation technique, coûteuse mais indispensable, plaçait le chantier de Beaumont à la pointe de la technologie mondiale. Le système de ventilation, chef-d'œuvre d'ingéniosité technique, utilisait les courants d'air naturel de la montagne amplifiés par un réseau de cheminées artificielles judicieusement disposées. Beaumont avait calculé avec précision les flux d'air nécessaires pour maintenir une atmosphère respirable dans l'ensemble du complexe souterrain, même en cas d'occupation maximale par 5000 hommes. Cette maîtrise de l'aérologie souterraine, discipline quasi inexistante à l'époque, témoignait de la formation scientifique exceptionnelle de l'ingénieur et de sa capacité à résoudre des problèmes inédits par l'innovation pure. L'aménagement des premières chambres habitables révélait l'attention minutieuse que Beaumont portait au confort et à la santé de la future garnison. Contrairement aux casemates humides et insalubres des fortifications traditionnelles, ces locaux souterrains bénéficiaient d'un système de drainage sophistiqué qui maintenait une hygrométrie acceptable, d'un chauffage par circulation d'air chaud et même d'équipements sanitaires modernes avec évacuation des eaux usées vers des fosses étanches. Cette attention au bien-être des hommes reflétait la philosophie humaniste de Beaumont qui considérait qu'une garnison bien logée serait plus efficace au combat. Les premières visites d'experts étrangers commencèrent à attirer l'attention internationale sur ce projet extraordinaire. Des ingénieurs militaires anglais et allemands, intrigués par les rumeurs qui circulaient sur cette forteresse souterraine française, obtinrent discrètement l'autorisation de visiter les installations. Leurs rapports confidentiels, découverts bien plus tard dans les archives militaires européennes, témoignaient de leur stupéfaction face à l'ampleur et à la sophistication technique de l'ouvrage. Un rapport prussien qualifiait le projet de « révolution dans l'art de la fortification » qui pourrait rendre obsolètes toutes nos conceptions défensives. Cependant, cette reconnaissance étrangère contrastait avec l'indifférence persistante, voire l'hostilité, des autorités militaires françaises. Le nouveau ministre de la Guerre, général de Freycinet, interrogé à la Chambre des députés sur ces travaux mystérieux financés par un ancien officier français, déclara avec dédain que l'armée française n'avait pas de leçon à recevoir d'un excentrique qui dilapide sa fortune dans des fantaisies de ingénieur. Cette position officielle décourageait tout soutien gouvernemental au projet et isolait davantage Beaumont dans son entreprise solitaire. L'année 1867 vit l'achèvement des principales galeries de circulation et le début des travaux d'aménagement des chambres spécialisées, armurerie, poudrière, infirmerie, cuisine, atelier de réparation. Chaque local était conçu selon des spécifications techniques précises qui optimisaient son utilisation tout en maintenant la sécurité générale de l'installation. Les poudrières, par exemple, étaient isolées du réseau principal par des sas étanches et des murs de béton armé, innovation architecturale que Beaumont avait perfectionnée en s'inspirant des techniques de construction navale. L'installation des premières pièces d'artillerie dans les embrasures creusées à flanc de montagne marqua une étape spectaculaire du projet. Ces canons, acquis clandestinement par Beaumont auprès de fonderies privées, étaient montés sur des affûts spécialement conçus pour exploiter les angles de tir offerts par la topographie alpine. L'effet visuel de ces bouches à feu jaillissant de la roche comme par magie impressionnait vivement tous les visiteurs et donnait une première idée de la puissance défensive potentielle de l'installation achevée. Mais c'est la construction du système de communication qui révéla peut-être le mieux le génie visionnaire de Beaumont. Anticipant les besoins de coordination d'une garnison dispersée dans un complexe souterrain de 15 km, l'ingénieur avait installé un réseau téléphonique interne qui reliait tous les postes importants au poste de commandement central. Cette innovation,
Alors que le téléphone balbutiait encore dans les villes, faisait du Fort Bellevue l'installation militaire la plus moderne de son époque en matière de transmission d'ordre. La réputation du chantier attirait désormais des visiteurs de toute l'Europe, transformant la vallée isolée de Chamonix en lieu de pèlerinage pour ingénieurs, militaires et curieux de toute nationalité. Beaumont, conscient de l'intérêt suscité par son œuvre, avait organisé des visites guidées régulières qui lui permettaient de financer partiellement la poursuite des travaux, tout en démontrant concrètement la validité de ses théories révolutionnaires. Paragraphe 4. L'année 1878 marqua un tournant décisif dans l'histoire du Fort Bellevue avec l'arrivée inattendue du colonel Henri Foch, futur maréchal de France, qui venait effectuer une mission d'inspection officieuse pour le compte de l'état-major français. Cette visite, organisée discrètement sur ordre du général Boulanger lui-même, qui commençait à s'inquiéter de l'intérêt manifesté par les puissances étrangères pour cette installation française, allait transformer la perception officielle du projet de Beaumont et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir du complexe fortificatoire alpin. Foch, âgé alors de 26 ans et déjà reconnu comme l'un des esprits militaires les plus brillants de sa génération, aborda cette inspection avec le scepticisme de rigueur dans l'armée française envers les innovations trop révolutionnaires. Cependant, sa visite de 3 jours dans les installations souterraines le bouleversa complètement et modifia radicalement sa vision de l'art militaire moderne. « Ce que j'ai vu ici, » écrivit-il dans son rapport confidentiel, « dépasse en audace et en intelligence technique tout ce que j'avais pu imaginer. Cette installation représente l'avenir de la défense européenne. » PQ. La démonstration technique organisée par Beaumont pour son illustre visiteur révéla toutes les capacités opérationnelles du Fort Bellevue. L'ingénieur fit fonctionner simultanément tous les systèmes de l'installation: éclairage électrique, ventilation forcée, communication téléphonique, monte-charge hydraulique, système de distribution d'eau sous pression, évacuation automatique des fumées d'artillerie. Cette orchestration parfaite de technologies de pointe impressionna profondément Foch, qui y reconnut les prémices de la guerre industrielle moderne. L'exercice de tir d'artillerie organisé spécialement pour la visite démontra de manière spectaculaire l'efficacité défensive du concept révolutionnaire de Beaumont. Les canons, tirés depuis leurs casemates souterraines par des embrasures invisibles de l'extérieur, délivraient un feu précis et nourri sur des cibles situées dans la vallée sans révéler leur position exacte. Cette capacité à frapper sans être repéré constituait une révolution tactique qui rendait l'attaque frontale de la position quasi impossible, même avec une supériorité numérique écrasante. Foch fut particulièrement impressionné par le système logistique intégré qui permettait à la garnison de soutenir un siège prolongé sans ravitaillement extérieur. Les réserves de vivres stockées dans des chambres frigorifiques naturelles, utilisant la fraîcheur constante de la montagne, les ateliers de réparation équipés de machines-outils modernes, les infirmeries dotées d'équipements chirurgicaux de pointe, tout concourait à créer une communauté militaire autonome capable de résister indéfiniment. Cette installation, nota Foch, transforme la stratégie défensive en rendant l'attaquant tributaire du temps, avantage décisif dans la guerre moderne. La rencontre personnelle entre Foch et Beaumont révéla 2 tempéraments complémentaires, l'audace visionnaire de l'ingénieur et le pragmatisme stratégique de l'officier d'état-major. Leurs longues discussions nocturnes dans le bureau souterrain de Beaumont portèrent sur l'évolution de l'art militaire, l'impact des nouvelles technologies sur la conduite de la guerre, et surtout sur les leçons à tirer de la défaite française de 1870. Ces échanges intellectuels passionnés cimentèrent une collaboration qui allait durer jusqu'à la mort de Beaumont. L'enthousiasme de Foch pour le projet se traduisit par un rapport officiel d'une clarté et d'une force de conviction exceptionnelle qui bouleversa l'état-major français. Le colonel de Beaumont, écrivait-il, a résolu par son génie personnel l'équation impossible de la défense alpine. Son installation représente l'équivalent défensif de 10 divisions d'infanterie pour un coût dérisoire et une vulnérabilité nulle aux attaques conventionnelles. Ignorer cette innovation serait une faute stratégique majeure. Cette recommandation officielle émanant d'un officier de la réputation de Foch changea brutalement l'attitude des autorités militaires envers le projet. Le ministre de la Guerre
alerté par ce rapport, décida d'organiser une visite officielle du Fort Bellevue avec une délégation d'officiers supérieurs et d'ingénieurs militaires. Cette inspection, programmée pour septembre 1878, représentait pour Beaumont l'opportunité tant attendue de faire reconnaître officiellement la validité de ses conceptions révolutionnaires. L'ingénieur prépara minutieusement cette démonstration cruciale qui devait déterminer l'avenir de son œuvre et possiblement l'orientation de la stratégie défensive française. La nouvelle de cette visite officielle se répandit dans les milieux militaires européens, provoquant une intensification des activités d'espionnage autour du Fort Bellevue. Des agents allemands, autrichiens et italiens tentèrent d'infiltrer le personnel du chantier ou d'obtenir des plans par corruption. Beaumont, conscient de ces tentatives, renforça drastiquement la sécurité de l'installation et compartimenta l'information de façon que seul lui-même connaissait l'intégralité du plan d'ensemble. Cette prudence révélait sa conscience de la valeur stratégique exceptionnelle de son invention. Parallèlement à ces développements officiels, Beaumont poursuivait l'amélioration technique continue de son installation. L'année 1878 vit l'achèvement des dernières galeries principales, l'installation des systèmes de défense passive, portes blindées, sas étanches, systèmes anti-intrusion, et surtout la mise au point d'innovations révolutionnaires comme les premiers périscopes optiques permettant l'observation discrète des approches de la forteresse. Ces perfectionnements constants témoignaient de l'esprit d'innovation permanent qui animait l'ingénieur et de sa volonté de maintenir son avance technologique sur les développements militaires contemporains. L'impact économique du projet sur la région commençait également à se faire sentir positivement. L'emploi de centaines d'ouvriers spécialisés, l'achat de matériaux locaux, l'afflux de visiteurs transformait progressivement cette vallée isolée en centre d'activité économique. Les populations locales, initialement méfiantes envers ce projet mystérieux, devenaient les plus fervents soutiens de Beaumont, dont l'entreprise apportait prospérité et modernité dans une région restée à l'écart du développement industriel français. Cette transformation économique et sociale préfigurait l'impact que pourrait avoir une généralisation du concept de Beaumont à d'autres régions alpines. L'ingénieur avait d'ailleurs dressé secrètement une cartographie complète des sites favorables à l'implantation de forteresses similaires le long de la frontière franco-italienne et franco-suisse, plan stratégique global qui ne serait révélé qu'après sa mort et influencerait durablement la politique de défense alpine française. Paragraphe 5. La visite officielle du 15 septembre 1878 constitua l'apogée de la reconnaissance du génie de Beaumont et marqua le début de la transformation de son projet personnel en programme stratégique national. La délégation ministérielle, composée du général de Miribel, chef d'état-major général, du général Serré de Rivière, spécialiste des fortifications, et de plusieurs ingénieurs militaires de premier plan, aborda cette inspection avec le scepticisme habituel de l'institution militaire française face aux innovations. Cependant, leur découverte progressive du Fort Bellevue les plongea dans un émerveillement croissant qui se transforma rapidement en enthousiasme stratégique. La démonstration orchestrée par Beaumont fut un chef-d'œuvre de pédagogie militaire qui révéla méthodiquement tous les aspects révolutionnaires de son concept défensif. Commençant par une présentation théorique dans la salle de conférence souterraine équipée des dernières innovations audiovisuelles de l'époque, l'ingénieur exposa sa philosophie de la défense alpine intégrée qui transformait la montagne elle-même en allié tactique. « Messieurs, déclara-t-il face à son auditoire captivé, nous ne subissons plus le terrain, nous l'utilisons. Cette installation ne défend pas seulement un point, elle contrôle un territoire. » La visite des installations techniques stupéfia les experts militaires par sa modernité et sa sophistication. Le système de ventilation, capable de maintenir une atmosphère respirable pour 5000 hommes pendant des mois de siège hermétique, utilisait des principes d'aérodynamique que les ingénieurs civils commençaient à peine à comprendre. L'éclairage électrique, alimenté par des dynamos actionnés par des chutes d'eau naturelles canalisées, fournissait un éclairage puissant et fiable dans l'ensemble du complexe souterrain. Ces innovations techniques, en avance de plusieurs décennies sur leur époque,
transformait la guerre de siège traditionnelle en avantage défensif permanent. L'exercice de tir d'artillerie organisé pour la délégation démontra de manière spectaculaire l'efficacité tactique révolutionnaire du système conçu par Beaumont. Les canons, montés sur affûts mobiles circulant sur rails dans les galeries souterraines, pouvaient apparaître successivement à différentes embrasures pour délivrer des feux croisés dévastateurs tout en restant invisibles et invulnérables aux ripostes ennemies. Cette mobilité de l'artillerie sous protection blindée constituait une innovation tactique qui révolutionnait l'art de la guerre de position. Le général de Miribel, pourtant réputé pour son conservatisme militaire, ne put masquer son enthousiasme face à cette démonstration. « Colonel de Beaumont, vous avez résolu l'équation défensive que nous cherchions depuis Sedan. Cette installation vaut une armée entière et coûte 10 fois moins cher qu'une division d'infanterie. » Cette reconnaissance officielle par le chef d'état-major général marquait la consécration définitive du concept révolutionnaire développé en solitaire pendant plus de 3 années. La simulation d'attaque organisée l'après-midi révéla l'invulnérabilité quasi totale de l'installation face aux méthodes d'assaut conventionnelles. Des compagnies d'infanterie tentèrent vainement de localiser et de neutraliser les positions de tir qui les harcelaient depuis des embrasures invisibles. L'artillerie de campagne, positionnée dans la vallée, ne parvenait pas à identifier des cibles précises dans le relief complexe de la montagne fortifiée. Cette démonstration pratique convainquit définitivement les sceptiques sur l'efficacité tactique du système Beaumont. Le système logistique intégré impressionna particulièrement les spécialistes de l'intendance militaire. Les réserves de vivres, stockées dans des chambres frigorifiques naturelles, garantissaient 6 mois d'autonomie alimentaire pour une garnison complète. Les ateliers de réparation, équipés de machines-outils modernes, permettaient de maintenir en état tout l'équipement de la forteresse sans recours extérieur. Cette autonomie logistique transformait un ouvrage défensif traditionnel en véritable base opérationnelle capable de soutenir des opérations prolongées. Les innovations en matière de transmission d'ordre révolutionnèrent la conception même du commandement militaire. Le réseau téléphonique interne, reliant tous les postes de combat au PC central, permettait une coordination tactique instantanée impossible dans les fortifications traditionnelles. Le système optique de transmission par signaux lumineux, utilisant un code chiffré mis au point par Beaumont, garantissait les communications même en cas de sabotage du réseau téléphonique. Cette maîtrise des communications militaires plaçait le Fort Bellevue en avance de 20 ans sur son époque. L'aspect le plus révolutionnaire du concept résidait peut-être dans sa capacité d'adaptation aux évolutions technologiques futures. Beaumont avait conçu son installation selon des principes modulaires, qui permettaient l'intégration de nouvelles armes, de nouveaux systèmes de détection, de nouvelles technologies de communication au fur et à mesure de leur développement. Cette flexibilité architecturale garantissait la pérennité stratégique de l'investissement, argument décisif pour convaincre des autorités soucieuses de rentabilité budgétaire. La visite se termina par une réception dans les salons souterrains de la forteresse, environnement surréaliste où l'élégance bourgeoise du mobilier du XIXe siècle contrastait avec l'environnement militaire high-tech de l'installation. Cette soirée permit des échanges informels entre Beaumont et ses visiteurs officiels, discussions qui scellèrent définitivement l'adhésion de l'état-major français au projet révolutionnaire de l'ingénieur visionnaire. Le rapport officiel de cette visite, rédigé par le général de Miribel et transmis directement au président de la République, bouleversa la stratégie défensive française. Le Fort Bellevue, concluait ce document historique, représente une révolution dans l'art de la guerre qui place la France en avance stratégique sur toutes les puissances européennes. Il convient d'adopter immédiatement ce concept et de l'étendre à l'ensemble de notre dispositif défensif alpin. Cette recommandation allait transformer le projet personnel de Beaumont en programme national de défense territoriale. Paragraphe 6. L'enthousiasme officiel suscité par la visite ministérielle se traduisit rapidement par des décisions gouvernementales d'une ampleur exceptionnelle. Le Conseil des ministres du 3 octobre 1878, présidé par le maréchal MacMahon, adopta à l'unanimité le programme de fortification alpine moderne qui prévoyait la construction de 12 installations similaires au Fort Bellevue le long des frontières orientales françaises. Cette décision historique
assorti d'un budget exceptionnel de 150 millions de francs hors répartis sur 10 ans, marquait la reconnaissance officielle du génie de Beaumont et l'adoption de ses conceptions révolutionnaires comme doctrine défensive nationale. Beaumont fut officiellement nommé inspecteur général des fortifications alpines avec le grade exceptionnel de général de brigade, promotion qui consacrait non seulement son génie technique, mais aussi son rôle de visionnaire stratégique. Cette nomination, accompagnée de prérogatives étendues sur l'ensemble du programme de fortification, lui donnait les moyens institutionnels et financiers de réaliser enfin sa vision globale de la défense française. Enfin, confia-t-il à son épouse, la République reconnaît que l'avenir se gagne par l'intelligence et non par la routine. Quoique le rachat du fort Bellevue par l'État français pour la somme de 8 millions de francs or permit à Beaumont de récupérer une partie des investissements personnels qui avaient failli le ruiner. Cependant, au lieu de thésauriser cette fortune retrouvée, l'ingénieur investit immédiatement la totalité de la somme dans la recherche et développement de nouvelles innovations militaires. Cette générosité patriotique, caractéristique de son tempérament idéaliste, lui valait l'admiration de ses collaborateurs et la confiance totale des autorités politiques. L'École supérieure de fortification alpine, créée spécialement par décret présidentiel et installée dans les locaux du Fort Bellevue, devint rapidement le centre de formation des ingénieurs militaires les plus avancés d'Europe. Beaumont, nommé directeur de cet établissement d'élite, y développa une pédagogie révolutionnaire qui combinait formation théorique poussée et expérimentation pratique grandeur nature. Les élèves de cette école, surnommés les taupes de Beaumont par leurs collègues, allaient essaimer dans toutes les armées européennes et révolutionner l'art de la fortification moderne. La construction des nouveaux forts alpins permit à Beaumont de perfectionner continuellement ses innovations et d'incorporer les dernières avancées technologiques dans ses réalisations. Le fort Saint-Maurice, deuxième installation du programme, intégrait déjà des améliorations significatives. Système de détection électromagnétique des approches, éclairage à l'acétylène plus puissant que l'éclairage électrique initial, et surtout premiers essais de téléphonie sans fil pour les communications avec l'arrière. Ces perfectionnements constants maintenaient l'avance technologique française dans ce domaine stratégique crucial. L'impact international du programme français fut considérable et déclencha une course à l'innovation dans toutes les puissances européennes. L'Allemagne lança le plan Hindenburg de fortification de la frontière occidentale, l'Autriche-Hongrie entreprit la modernisation de ses défenses alpines, l'Italie développa son propre système de forts souterrains dans les Alpes. Cette émulation internationale, stimulée par l'exemple français, accélérait l'évolution générale de l'art militaire vers la modernité technologique. Cependant, cette reconnaissance officielle s'accompagnait aussi de contraintes bureaucratiques qui pesaient sur l'esprit libre de Beaumont. L'administration militaire, tout en adoptant ces innovations, tentait de les normaliser selon ses procédures traditionnelles, tendance qui heurtait l'esprit créateur de l'ingénieur. « On veut transformer mon art en recette de cuisine », se plaignait-il à Foch, devenu son collaborateur le plus proche. Cette tension entre créativité individuelle et organisation institutionnelle révélait les difficultés inhérentes à l'innovation dans les structures militaires traditionnelles. L'afflux de visiteurs internationaux transformait le Fort Bellevue en véritable attraction diplomatique où se pressaient attachés militaires, ingénieurs et espions de toute nationalité. Beaumont, conscient de la valeur stratégique de ses secrets, organisait des visites soigneusement orchestrées qui révélaient juste assez d'innovation pour impressionner sans divulguer les aspects les plus sensibles de ses réalisations. Cette diplomatie technique subtile contribuait au prestige international de la France tout en préservant ses avantages technologiques. La formation d'une école française de fortification moderne autour des concepts de Beaumont influençait profondément les doctrines militaires européennes. Les principes de défense intégrée, d'autonomie logistique, de mobilité sous protection blindée développés par l'ingénieur français étaient étudiés et adaptés par toutes les académies militaires du continent. Cette influence intellectuelle plaçait la France en position de leadership doctrinal, situation exceptionnelle après l'humiliation de 1870. L'année 1880 vit l'achèvement des 4 premiers forts du programme,
installation qui formait une ligne défensive cohérente contrôlant tous les passages alpins stratégiques entre France et Italie. Cette réalisation concrète de la vision stratégique de Beaumont transformait la géopolitique alpine en donnant à la France une supériorité défensive écrasante dans cette région cruciale. L'Italie, consciente de cette nouvelle donne, engagea des négociations secrètes avec Paris pour éviter tout malentendu stratégique. Beaumont, désormais âgé de 50 ans, voyait sa santé décliner sous l'effet des années de travail intensif dans les conditions difficiles de la haute montagne. Cependant, son esprit créateur demeurait intact et se tournait déjà vers de nouveaux défis. L'adaptation de ses concepts à la défense côtière, l'utilisation militaire de l'électricité naissante, et surtout l'exploitation des possibilités offertes par la photographie aérienne pour la reconnaissance militaire. Ces nouvelles recherches allaient ouvrir de nouveaux champs d'innovation pour l'ingénieur visionnaire. La consécration de son œuvre arriva avec sa nomination à l'Académie des sciences, reconnaissance exceptionnelle pour un officier qui consacrait sa contribution scientifique majeure à la défense nationale. Son discours de réception, intitulé « La technique au service de la patrie », développait sa philosophie de l'innovation militaire et influençait durablement la pensée stratégique française. L'avenir, concluait-il prophétiquement, appartiendra aux nations qui sauront allier le génie créateur à la volonté patriotique. Paragraphe 7. L'année 1885 marqua l'apogée de la carrière de Beaumont avec l'inauguration solennelle de la ligne alpine Beaumont, ensemble défensif de 12 forteresses souterraines qui transformaient les Alpes françaises en verrou stratégique infranchissable. Cette cérémonie grandiose, présidée par le président Grévy en personne et en présence des plus hautes autorités militaires européennes, consacrait définitivement le génie de l'ingénieur qui avait révolutionné l'art de la fortification moderne. « Messieurs, déclara solennellement Beaumont devant cette assemblée prestigieuse, nous inaugurons aujourd'hui non seulement un système défensif, mais une nouvelle conception de la sécurité nationale fondée sur l'intelligence technique. » L'efficacité stratégique de cette ligne défensive se révéla immédiatement lors des tensions franco-italiennes de 1887, liées à la politique coloniale française en Afrique du Nord. L'Italie, qui envisageait une action militaire contre la France, dut renoncer à ses projets d'attaque alpine face à l'invulnérabilité évidente des nouvelles fortifications françaises. Les rapports d'état-major italiens, découverts après la guerre, révélaient que leurs stratèges considéraient comme militairement impossible toute offensive contre les positions fortifiées de Beaumont. Cette dissuasion effective, sans conflit, démontrait la valeur stratégique exceptionnelle du système. L'innovation continue caractérisait l'œuvre de Beaumont qui ne cessait de perfectionner ses installations en intégrant les dernières avancées technologiques. L'introduction de l'éclairage électrique à incandescence, plus fiable que les systèmes précédents, l'installation des premiers téléphones à longue distance reliant les forts entre eux, et surtout l'expérimentation de nouveaux explosifs plus puissants, maintenaient l'avance technologique française. Ces améliorations permanentes transformaient chaque fort en laboratoire d'innovation militaire, où se développèrent les technologies de guerre de demain. Le système d'observation optique développé par Beaumont révolutionna la surveillance militaire en permettant une détection précoce et précise des mouvements ennemis à des distances jusqu'alors impossibles. Utilisant des périscopes géants installés dans des observatoires camouflés, ce système offrait une vision panoramique des vallées alpines avec une précision suffisante pour identifier des unités militaires à plus de 20 km. Cette capacité de renseignement intégré transformait la défense passive traditionnelle en outil actif de guerre de l'information. L'école de fortification alpine dirigée par Beaumont était devenue le centre de formation militaire le plus réputé d'Europe, attirant des élèves officiers de toute nationalité qui venaient étudier les méthodes révolutionnaires de l'ingénieur français. Cette influence pédagogique rayonnait bien au-delà du domaine strictement militaire pour toucher l'ensemble de l'ingénierie civile. Tunnels, mines, travaux publics, souterrains bénéficiaient des innovations développées pour les fortifications alpines. Beaumont était ainsi devenu involontairement l'un des précurseurs de l'ingénierie moderne. L'aspect le plus visionnaire de l'œuvre de Beaumont résidait dans sa conception globale de la défense territoriale qui intégrait
fortification, logistique, communication et renseignement dans un système cohérent couvrant l'ensemble du territoire national. Cette approche systémique, en avance d'un siècle sur son époque, préfigurait les concepts modernes de défense intégrée et de guerre électronique. Les manuels tactiques, rédigés par Beaumont, influençaient encore la doctrine militaire française pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, cette période de gloire s'assombrit progressivement avec la dégradation de la santé de Beaumont, minée par 15 années de travail intensif dans les conditions extrêmes de la haute montagne. Les hivers rigoureux passés sur les chantiers alpins, l'exposition prolongée aux poussières de percement, et surtout le stress permanent d'une innovation constante avaient usé prématurément un organisme pourtant robuste. Ses proches collaborateurs notaient avec inquiétude la fatigue croissante du maître et ses difficultés respiratoires de plus en plus fréquentes. L'arrivée de nouveaux défis technologiques stimulait encore l'esprit créateur de Beaumont malgré ses problèmes de santé. L'apparition des premiers ballons dirigeables militaires l'amena à concevoir des systèmes de défense anti-aérienne intégrés à ses fortifications, innovation absolue pour l'époque. De même, les progrès de la photographie l'inspirèrent pour développer des systèmes de surveillance automatique qui enregistraient et analysaient les mouvements dans les vallées surveillées. Ces dernières innovations témoignaient de sa capacité permanente d'adaptation aux évolutions technologiques. La reconnaissance internationale de son œuvre culmina avec sa nomination comme membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Prusse, honneur exceptionnel accordé par ses anciens ennemis qui reconnaissaient ainsi la valeur universelle de ses contributions à l'art militaire. Cette consécration par l'establishment scientifique allemand, particulièrement symbolique, démontrait que le génie technique transcendait les rivalités nationales et s'imposait par sa seule excellence. L'influence de Beaumont s'étendait désormais bien au-delà du domaine militaire pour toucher l'ensemble de la société française. Ses méthodes d'organisation du travail, développées sur les chantiers alpins, étaient adoptées par l'industrie civile. Ses innovations en matière d'éclairage et de ventilation révolutionnaient l'architecture publique. Ses systèmes de communication trouvaient des applications dans les chemins de fer et les télégraphes. L'ingénieur militaire était devenu, sans l'avoir cherché, l'un des moteurs de la modernisation technologique française. L'héritage intellectuel de Beaumont s'incarnait dans la génération d'ingénieurs qu'il avait formés et qui essaimaient maintenant dans toute l'Europe, propageant ses méthodes et sa philosophie de l'innovation technique. Foch, devenu général, appliquait les principes stratégiques de son mentor dans sa réflexion sur la guerre moderne. Les élèves de l'école alpine dirigeaient les grands travaux publics français. Cette transmission du savoir garantissait la pérennité de l'œuvre bien au-delà de la vie de son créateur. Paragraphe 8. L'automne 1889 vit se cristalliser les inquiétudes sur l'état de santé de Beaumont quand l'illustre ingénieur s'effondra lors d'une inspection de routine au Fort Saint-Bernard. Cette alerte cardiaque, attribuée par les médecins à l'épuisement consécutif à 15 années de surmenage dans les conditions extrêmes de la haute montagne, obligea le général à ralentir considérablement ses activités et à déléguer une partie de ses responsabilités à ses collaborateurs les plus proches. Cependant, loin de l'abattre, cette épreuve stimula chez Beaumont une urgence créatrice qui le poussa à intensifier ses travaux théoriques et à coucher par écrit l'ensemble de sa philosophie militaire. C'est dans cette période de semi-retraite forcée que Beaumont rédigea son œuvre maîtresse. Traité de la guerre moderne, technologie, stratégie et prospective. Ouvrage de 800 pages qui synthétisait 15 années d'innovation militaire et proposait une vision prophétique des conflits futurs. Ce livre révolutionnaire analysait l'impact des nouvelles technologies sur l'art de la guerre, prédisait l'importance croissante de l'artillerie lourde, anticipait l'apparition de l'aviation militaire et surtout développait les concepts de guerre industrielle totale qui se révéleraient prémonitoires lors du conflit de 1914-1918. L'une des intuitions les plus géniales de Beaumont concernait l'évolution de la guerre de tranchées, qu'il prévoyait comme conséquence inévitable de l'augmentation de la puissance de feu de l'artillerie moderne. L'infanterie, écrivait-il prophétiquement, sera contrainte de s'enterrer pour survivre aux bombardements massifs. Toute la guerre future se déroulera sous terre et la victoire appartiendra à ceux qui maîtriseront le mieux l'art de la fortification souterraine. Cette vision
jugé pessimiste par ses contemporains, se révélerait d'une justesse saisissante 25 ans plus tard dans les tranchées de Verdun. Ses réflexions sur l'aviation militaire naissante témoignaient d'une prescience remarquable. Observant les premiers vols expérimentaux de Clément Ader, Beaumont prédisait que les machines volantes transformeront la reconnaissance militaire et rendront impossibles les mouvements de troupes secrets. Il faudra concevoir de nouveaux systèmes de camouflage et de protection contre cette menace aérienne. Il esquissa même les premiers plans de défense anti-aérienne intégrés, innovation qui ne verrait le jour qu'au XXe siècle. L'installation d'un laboratoire expérimental dans les sous-sols du Fort Bellevue permit à Beaumont de poursuivre ses recherches sur les nouveaux explosifs et les matériaux de construction révolutionnaires. Travaillant avec de jeunes chimistes formés dans les meilleures écoles françaises, il développa des bétons armés d'une résistance exceptionnelle et des explosifs d'une puissance inégalée qui renforçaient encore l'efficacité de ses fortifications. Ces innovations, gardées secrètes par l'état-major, donnaient à la France une avance technologique considérable dans le domaine de la guerre de siège. La correspondance scientifique internationale de Beaumont révélait l'étendue de ses préoccupations intellectuelles qui dépassaient largement le cadre militaire. Échangeant avec Edison sur l'électricité, avec Nobel sur les explosifs, avec Eiffel sur les structures métalliques, l'ingénieur français était devenu l'un des esprits scientifiques les plus respectés de son époque. Cette ouverture interdisciplinaire enrichissait constamment sa réflexion militaire et lui permettait d'anticiper les applications guerrières des innovations civiles. L'année 1890 marqua un tournant avec l'arrivée de la crise boulangiste, qui remit en question l'ensemble de la politique de défense française. Beaumont, suspect aux yeux des nouveaux dirigeants républicains en raison de ses liens avec l'état-major conservateur, vit ses crédits de recherche considérablement réduits et ses projets les plus ambitieux suspendus. Cette disgrâce relative, injuste compte tenu de ses services exceptionnels, l'amena à se concentrer sur la formation des jeunes ingénieurs et la transmission de son savoir aux générations futures. L'école alpine qu'il dirigeait devint alors un véritable conservatoire de l'innovation militaire française où se formaient les cadres techniques qui dirigeraient l'effort de guerre de 1914. Foch, Joffre, Pétain, tous les grands chefs militaires de la Grande Guerre passèrent par les amphithéâtres du Fort Bellevue pour étudier les méthodes révolutionnaires de Beaumont. Cette influence pédagogique indirecte sur la conduite de la guerre future était peut-être l'aspect le plus important de l'héritage du général ingénieur. Les dernières innovations de Beaumont concernèrent les transmissions militaires, domaine où son génie visionnaire s'exprima une dernière fois avec éclat. Anticipant l'importance cruciale des communications dans la guerre moderne, il développa des systèmes de télégraphie sans fil qui préfiguraient la radio militaire. Ces expérimentations, menées en secret dans les laboratoires alpins, donnèrent à la France une avance décisive dans ce domaine stratégique qui se révélerait capital pendant le conflit mondial. L'hiver 1891-1892, particulièrement rigoureux dans les Alpes, aggrava considérablement l'état de santé de Beaumont qui dut s'aliter pendant plusieurs semaines. C'est durant cette période de convalescence qu'il rédigea ses Mémoires d'un ingénieur patriote. L'automne 1889 vit se cristalliser les inquiétudes sur l'état de santé de Beaumont quand l'illustre ingénieur s'effondra lors d'une inspection de routine au Fort Saint-Bernard. Cette alerte cardiaque, attribuée par les médecins à l'épuisement consécutif à 15 années de surmenage dans les conditions extrêmes de la haute montagne, obligea le général à ralentir considérablement ses activités et à déléguer une partie de ses responsabilités à ses collaborateurs les plus proches. Cependant, loin de l'abattre, cette épreuve stimula chez Beaumont une urgence créatrice qui le poussa à intensifier ses travaux théoriques et à coucher par écrit l'ensemble de sa philosophie militaire. C'est dans cette période de semi-retraite forcée que Beaumont rédigea son œuvre maîtresse, Traité de la guerre moderne, technologie, stratégie et prospective, ouvrage de 800 pages qui synthétisait 15 années d'innovation militaire et proposait une vision prophétique des conflits futurs. Ce livre révolutionnaire analysait l'impact des nouvelles technologies sur l'art de la guerre, prédisait l'importance croissante de l'artillerie lourde, anticipait l'apparition de l'aviation militaire et surtout développait les concepts de guerre industrielle totale, qui se révéleraient de prémonitoires lors du conflit de 1914-1918.
L'une des intuitions les plus géniales de Beaumont concernait l'évolution de la guerre de tranchées, qu'il prévoyait comme conséquence inévitable de l'augmentation de la puissance de feu de l'artillerie moderne. L'infanterie, écrivait-il prophétiquement, sera contrainte de s'enterrer pour survivre aux bombardements massifs. Toute la guerre future se déroulera sous terre, et la victoire appartiendra à ceux qui maîtriseront le mieux l'art de la fortification souterraine. Cette vision, jugée pessimiste par ses contemporains, se révélerait d'une justesse saisissante 25 ans plus tard dans les tranchées de Verdun. Ses réflexions sur l'aviation militaire naissante témoignaient d'une prescience remarquable. Observant les premiers vols expérimentaux de Clément Ader, Beaumont prédisait que les machines volantes transformeront la reconnaissance militaire et rendront impossibles les mouvements de troupes secrets. Il faudra concevoir de nouveaux systèmes de camouflage et de protection contre cette menace aérienne. Il esquissa même les premiers plans de défense anti-aérienne intégrés, innovation qui ne verrait le jour qu'au XXe siècle. L'installation d'un laboratoire expérimental dans les sous-sols du Fort Bellevue permit à Beaumont de poursuivre ses recherches sur les nouveaux explosifs et les matériaux de construction révolutionnaires. Travaillant avec de jeunes chimistes formés dans les meilleures écoles françaises, il développa des bétons armés d'une résistance exceptionnelle et des explosifs d'une puissance inégalée qui renforçaient encore l'efficacité de ses fortifications. Ces innovations, gardées secrètes par l'état-major, donnaient à la France une avance technologique considérable dans le domaine de la guerre de siège. La correspondance scientifique internationale de Beaumont révélait l'étendue de ses préoccupations intellectuelles qui dépassaient largement le cadre militaire. Échangeant avec Edison sur l'électricité, avec Nobel sur les explosifs, avec Eiffel sur les structures métalliques, l'ingénieur français était devenu l'un des esprits scientifiques les plus respectés de son époque. Cette ouverture interdisciplinaire enrichissait constamment sa réflexion militaire et lui permettait d'anticiper les applications guerrières des innovations civiles. L'année 1890 marqua un tournant avec l'arrivée de la crise boulangiste, qui remit en question l'ensemble de la politique de défense française. Beaumont, suspect aux yeux des nouveaux dirigeants républicains en raison de ses liens avec l'état-major conservateur, vit ses crédits de recherche considérablement réduits et ses projets les plus ambitieux suspendus. Cette disgrâce relative, injuste compte tenu de ses services exceptionnels, l'amena à se concentrer sur la formation des jeunes ingénieurs et la transmission de son savoir aux générations futures. L'école alpine qu'il dirigeait devint alors un véritable conservatoire de l'innovation militaire française où se formaient les cadres techniques qui dirigeraient l'effort de guerre de 1914. Foch, Joffre, Pétain, tous les grands chefs militaires de la Grande Guerre passèrent par les amphithéâtres du Fort Bellevue pour étudier les méthodes révolutionnaires de Beaumont. Cette influence pédagogique indirecte sur la conduite de la guerre future était peut-être l'aspect le plus important de l'héritage du général ingénieur. Les dernières innovations de Beaumont concernèrent les transmissions militaires, domaine où son génie visionnaire s'exprima une dernière fois avec éclat. Anticipant l'importance cruciale des communications dans la guerre moderne, il développa des systèmes de télégraphie sans fil qui préfiguraient la radio militaire. Ces expérimentations, menées en secret dans les laboratoires alpins, donnèrent à la France une avance décisive dans ce domaine stratégique qui se révélerait capital pendant le conflit mondial. L'hiver 1891-1892, particulièrement rigoureux dans les Alpes, aggrava considérablement l'état de santé de Beaumont qui dut s'aliter pendant plusieurs semaines. C'est durant cette période de convalescence qu'il rédigea ses Mémoires d'un ingénieur patriote, récit bouleversant de son parcours exceptionnel depuis les moqueries initiales jusqu'à la reconnaissance finale de son génie. Ces mémoires, publiés à titre posthume, révélaient la personnalité attachante de cet homme qui avait consacré sa vie entière au service de la France tout en gardant une modestie et une humanité remarquables. La création de la Fondation Beaumont pour l'innovation militaire, financée par ses économies personnelles et dotée de laboratoires permanents, garantissait la continuité de ses recherches au-delà de sa propre existence. Cette institution, unique en Europe, attirait les meilleurs ingénieurs du continent et maintenait l'avance technologique française dans le domaine de la défense.
L'influence de cette fondation se ferait sentir pendant des décennies, contribuant aux victoires françaises de la Grande Guerre. Paragraphe 9. L'année 1893 marqua tragiquement la fin de l'épopée extraordinaire de Jacques-Henri de Beaumont. Le 15 novembre, par une froide matinée alpine, l'illustre ingénieur s'éteignit paisiblement dans son bureau du Fort Bellevue, entouré de ses plans et de ses inventions, face à la montagne qu'il avait transformée en rempart inexpugnable de la France. Cette disparition, à l'âge de 62 ans, priva la nation française de l'un de ses génies les plus visionnaires, mais son héritage allait continuer à protéger le pays pendant des décennies et inspirer les innovations militaires du XXe siècle naissant. Les funérailles nationales organisées en son honneur témoignèrent de la reconnaissance exceptionnelle que lui portait la République française. Le cortège funèbre, parti du Fort Bellevue, sous une garde d'honneur formée par tous les élèves de l'école alpine, traversa les 12 installations de la ligne Beaumont, où chaque garnison rendait un hommage solennel à celui qui avait révolutionné leur art. Cette procession militaire unique dans l'histoire française se termina au Panthéon, où Beaumont reçut l'honneur suprême d'être inhumé aux côtés des grands hommes de la nation. L'inventaire de ses papiers personnels révéla l'ampleur stupéfiante de son génie créateur et de sa vision prospective. Ses carnets de notes, méticuleusement tenus pendant 30 ans, contenaient des centaines d'innovations qui ne seraient développées qu'au XXe siècle. Chars d'assaut, sous-marins de combat, missiles guidés, radars de détection et même des ébauches de ce qui ressemblait aux futurs ordinateurs militaires. Cette prescience technologique extraordinaire plaçait Beaumont au niveau des plus grands visionnaires de l'histoire humaine. L'impact immédiat de sa disparition se fit sentir dans toute l'Europe, où ses innovations avaient bouleversé l'équilibre militaire traditionnel. L'Allemagne, consciente de perdre son principal adversaire dans la course à l'innovation défensive, intensifia ses efforts de développement d'armes nouvelles pour contrer l'avantage que conservait la France grâce à la ligne Beaumont. Cette course aux armements technologiques, directement inspirée par l'œuvre de l'ingénieur français, contribua à l'escalade militaire qui mènerait au conflit de 1914. Le testament de Beaumont révéla une dernière fois sa générosité patriotique exceptionnelle. L'intégralité de sa fortune personnelle était léguée à l'État français pour financer la recherche militaire et maintenir l'avance technologique nationale. Cette donation, représentant plusieurs millions de francs or, permit de créer l'Institut Beaumont de recherche militaire, institution qui deviendrait l'ancêtre des organismes modernes de développement d'armement et continuerait son œuvre d'innovation pendant tout le XXe siècle. La publication posthume de ces prophéties militaires bouleversa les états-majors européens par la justesse saisissante de ses prédictions sur l'évolution de l'art de la guerre. Beaumont y décrivait avec une précision troublante les caractéristiques du conflit mondial qu'il pressentait pour les années 1910-1920. Guerre de tranchées, utilisation massive de l'artillerie lourde, apparition de l'aviation de combat, guerre sous-marine, et même utilisation d'armes chimiques. Cette vision prophétique transformait rétrospectivement l'ingénieur en véritable oracle militaire. L'école alpine, rebaptisée École supérieure Beaumont en son honneur, devint rapidement le centre de formation militaire le plus prestigieux d'Europe. Les méthodes pédagogiques révolutionnaires développées par son fondateur, qui combinaient formation théorique poussée et expérimentation pratique, influençaient profondément l'enseignement militaire dans toutes les grandes puissances. Les Beaumontiens, comme on appelait ses anciens élèves, occupèrent progressivement tous les postes clés des états-majors européens. L'influence internationale de son œuvre se manifestait par l'adoption généralisée de ses concepts défensifs dans toutes les armées modernes. La doctrine Beaumont, de fortification intégrée, était enseignée dans toutes les académies militaires. Ses innovations techniques étaient copiées, souvent imparfaitement, par tous les ingénieurs militaires, et ses méthodes d'organisation du travail révolutionnaient l'industrie d'armement européenne. Cette diffusion universelle de ses idées plaçait paradoxalement la France dans la position de guide intellectuel du développement militaire mondial. Cependant, c'est lors de la Grande Guerre de 1914-1918 que l'héritage de Beaumont se révéla dans toute sa dimension prophétique et salvatrice. La ligne alpine qu'il avait conçue dissuada efficacement l'Italie d'attaquer la France par ce secteur, permettant de concentrer toutes les forces françaises sur le front occidental. Plus encore,
Ces innovations en matière de fortification souterraine inspirèrent directement la construction des tranchées de Verdun qui résistèrent héroïquement aux assauts allemands. Le fort de Douaumont, construit selon les principes de Beaumont, devint le symbole de la résistance française. Les innovations technologiques développées dans ces laboratoires alpins trouvèrent leurs applications décisives pendant le conflit mondial. Les explosifs de haute puissance qu'il avait mis au point équipaient l'artillerie française, les systèmes de communication sans fil qu'il avait expérimentés coordonnaient les offensives, et même ses ébauches d'armes automatiques inspirèrent le développement des mitrailleuses modernes. Cette contribution posthume aux victoires françaises consacrait définitivement son génie militaire. Le monument érigé en son honneur au sommet du Mont Blanc, visible de toute la vallée qu'il avait fortifiée, porte une inscription qui résume parfaitement son extraordinaire destinée. Jacques-Henri de Beaumont, 1831-1893. Ingénieur visionnaire qui transforma les rires en admiration et les montagnes en remparts de la patrie. Cet épitaphe lapidaire capture l'essence d'un parcours exceptionnel qui prouva que l'obstination géniale peut transformer les utopies en réalités historiques. Paragraphe 10. L'héritage de Beaumont transcenda largement sa propre époque pour influencer durablement l'évolution de l'art militaire moderne et révéler, avec le recul historique, la dimension véritablement prophétique de son œuvre révolutionnaire. Les historiens militaires contemporains considèrent unanimement que l'ingénieur français avait anticipé avec un siècle d'avance les caractéristiques fondamentales de la guerre moderne. Importance de la technologie, rôle décisif de la fortification souterraine, primauté de la défense sur l'attaque, et surtout nécessité de l'innovation permanente pour maintenir la supériorité militaire. Cette prescience extraordinaire place Beaumont au rang des plus grands génies stratégiques de l'histoire humaine. La redécouverte de ses archives secrètes dans les années 1950, lors de la modernisation du fort Bellevue, révéla des aspects encore plus stupéfiants de son génie visionnaire. Ses carnets personnels contenaient des ébauches détaillées de ce qui ressemblait étonnamment aux futurs bunkers du mur de l'Atlantique, aux bases souterraines de missiles de la guerre froide, et même aux centres de commandement nucléaires enterrés. Cette capacité d'anticipation technologique dépassait largement ce que l'on pouvait attendre d'un ingénieur du XIXe siècle et suggérait une intuition quasi surnaturelle de l'évolution militaire future. L'influence de ces méthodes pédagogiques révolutionnaires perdura bien au-delà du domaine militaire pour transformer l'enseignement technique français. L'école polytechnique adopta ces principes d'apprentissage par l'expérimentation pratique, les grandes écoles d'ingénieurs intégrèrent ces méthodes de résolution créative des problèmes, et même l'université française s'inspira de sa philosophie éducative qui privilégiait l'innovation sur la répétition. Cette révolution pédagogique discrète contribua significativement à l'excellence technique française du XXe siècle. Les principes d'organisation industrielle qu'il avait développés sur ses chantiers alpins préfiguraient remarquablement les méthodes modernes de gestion de projets et de management technologique. Sa conception du travail en équipe spécialisée, sa planification rigoureuse des tâches complexes, et surtout son approche systémique des grands projets techniques inspirèrent directement les pionniers de l'organisation industrielle moderne. Henry Ford lui-même reconnaissait sa dette intellectuelle envers les méthodes de l'ingénieur français. L'aspect le plus fascinant de son héritage concerne ses intuitions sur l'évolution géopolitique européenne. Ses analyses stratégiques privées, découvertes dans sa correspondance personnelle, prédisaient, avec une justesse saisissante, l'alliance franco-russe, l'émergence de l'Allemagne comme puissance hégémonique et même la probabilité d'un conflit mondial impliquant l'ensemble des puissances européennes. Cette vision géopolitique, exceptionnelle pour un ingénieur militaire, révélait une compréhension profonde des dynamiques historiques en cours. La transformation progressive des Alpes françaises en région touristique moderne doit beaucoup à l'infrastructure développée par Beaumont pour ses constructions militaires. Les routes d'accès qu'il avait fait percer, les techniques de construction en altitude qu'il avait perfectionnées, et même les méthodes de survie en montagne qu'il avait codifiées, contribuèrent directement au développement de l'alpinisme et du tourisme alpin. Cette retombée civile inattendue de son œuvre militaire illustrait une fois de plus la fécondité universelle de son génie. La reconnaissance internationale tardive mais complète de son œuvre se manifesta lors du centenaire de sa mort en 1993,
quand l'UNESCO classa la ligne alpine Beaumont au patrimoine mondial de l'humanité en tant qu'exemple exceptionnel d'innovation technique au service de la défense territoriale. Cette consécration universelle transformait les fortifications militaires françaises en symbole du génie humain appliqué à la protection des civilisations, dimension symbolique que n'avaient certainement pas anticipé leurs créateurs. L'étude moderne de ces innovations techniques révèle leur modernité stupéfiante qui dépassait largement les possibilités de son époque. Ces systèmes de ventilation utilisaient des principes d'aérodynamique qui ne seraient formalisés qu'au XXe siècle. Ces techniques de construction souterraine anticipaient les méthodes du génie civil moderne et ces concepts de communication intégrés préfiguraient l'ère des télécommunications. Cette avance technologique de plusieurs décennies témoignait d'une intuition scientifique exceptionnelle. La philosophie militaire de Beaumont, résumée dans sa célèbre formule « La défense intelligente vaut mieux que l'attaque brutale », influença profondément la doctrine stratégique française et, par extension, la pensée militaire occidentale moderne. Cette conception privilégiant l'intelligence sur la force, la technologie sur le nombre et la prévention sur la réaction, s'impose aujourd'hui comme l'approche dominante dans tous les conflits contemporains. L'ingénieur du XIXe siècle avait ainsi anticipé la philosophie militaire du XXIe siècle. La leçon universelle de l'extraordinaire parcours de Jacques-Henri de Beaumont dépasse largement le cadre militaire pour toucher tous les domaines de l'innovation humaine. Son histoire démontre que les idées révolutionnaires rencontrent toujours d'abord l'incompréhension et la moquerie avant d'être reconnues comme évidentes par les générations suivantes. Cette vérité intemporelle sur la nature du progrès humain fait de Beaumont non seulement un héros national français, mais un symbole universel de l'obstination créatrice qui transforme les rêves en réalité historique. L'épitaphe finale de cette saga extraordinaire pourrait être cette phrase tirée de ses dernières notes personnelles « J'ai vécu assez longtemps pour voir mes folies devenir des évidences ». C'est la plus belle récompense qu'un innovateur puisse espérer. Ces mots simples résument parfaitement le destin exceptionnel d'un homme qui, parti de l'humiliation et du ridicule, transforma sa vision solitaire en héritage éternel pour sa patrie et l'humanité tout entière. L'ingénieur fou était devenu prophète, et ses chimères alpines avaient changé à jamais l'histoire de la guerre et de la paix.